Du problème écosocial, de tous les problèmes qui tournent autour du Covid. Donc moi, je m'appelle Elsa Ruyère, j'ai été représentante syndicale pendant la période Covid auprès des soignants. Je suis encore représentante de soignants qui subissent eux aussi de gros problèmes écosociaux. Il faut savoir que ça touche tout le monde, les soignants vaccinés, les soignants non vaccinés. Je vous rappelle que ça touche toute la population, puisqu'on a tous été confinés, on a tous été isolés, on a tous été mis à l'intérieur de chez nous, autorisés à sortir avec une auto-attestation. On s'auto-autorisait à sortir un quart d'heure pour acheter à manger. C'est quand même hyper délétère, c'est quand même hyper liberticide. Et c'est surtout hyper dangereux, psychologiquement et socialement. Pourquoi ? Parce que ça nous a coupé des liens. Ensuite, le gouvernement a joué le clivage entre vaccinés et non vaccinés, entre malades et pas malades. Je vous rappelle qu'en France, il existe aussi des enfants dont on est le repère principal, nous adultes, et ils ont eux aussi vécu l'isolement, les devoirs à la maison, ne plus avoir de loisirs, ou être obligé d'une injection pour pouvoir sortir ou partir en vacances. Tout ça, ça touche tout le monde. Je voudrais rappeler que oui, ça touche les suspendus, puisque les soignants ont été obligés soit de se vacciner, soit de tomber malades pour travailler. Je rappelle quand même qu'ils étaient obligés de tomber malades. Il faut savoir qu'il y a des soignants qui étaient prêts à lécher des rambardes ou se rouler dans des draps de personnes contaminées pour être sûrs de rester au travail. Psychologiquement, c'est inadmissible. Aujourd'hui, ces personnes-là, elles sont privées de droits, privées pour avoir fait valoir leur devoir de désobéir à un ordre illégal, leur devoir de protéger la population, de protéger les patients. Je vais aussi parler des patients. Les patients, ils ont subi aussi, parce qu'on a fermé des lits. Incroyable. En pleine crise sanitaire, on ferme des lits. Et en plus, on renvoie des patients chez eux avec des fractures en attente. C'est pas parce qu'on a une fracture que c'est pas urgent. On devait à l'époque gérer que les urgences pour laisser des lits Covid. Je vais vous rappeler que les hôpitaux, ils n'ont pas été pleins. Parce que dans les 2 ans avant, le terme pandémie avait changé de définition. Si jamais il y avait un cas simultané dans 2 pays différents, ça suffisait pour être une pandémie. Mais ça aussi, c'est dangereux, parce que ça veut dire que demain, on peut avoir une épidémie de gastro, et on ira, c'est une pandémie. Il y a eu une gastro en Italie, une gastro en France. Et quoi, ils vont nous sortir un vaccin contre le gastro. Moi, je connais bien le jus de riz, ça marche pas mal. Et puis en même temps, on a empêché les traitements. Donc psychologiquement, on ne laissait pas le choix aux gens. Et économiquement, aujourd'hui, on n'arrive encore pas à faire valoir les droits pour les soignants suspendus, pour les malades du Covid. On n'arrive pas à obtenir des gens et des médecins qui osent traiter correctement, à part certains qui ont compris que on pouvait continuer à traiter. On leur a fait peur. Maintenant, on leur dit c'est votre faute si vous êtes malade, que ce soit les soignants parce qu'ils ne sont pas vaccinés, que ce soit les soignants parce qu'ils sont vaccinés. En fait, il faut arrêter le clivage. On est tous concernés, même de l'enfant pas encore né jusqu'aux retraités. Et puis, il y a les restaurateurs, il y a les plombiers, il y a tous ces métiers à qui on a dit si vous ne vous vaccinez pas, vous n'aurez pas de boulot. Parce que, fallait être vacciné pour entrer dans un resto, il fallait avoir un pass. Donc on disait aux serveurs et aux cuistots, va falloir que tu te vacciner. Alors je vous rappelle que c'était pas obligatoire. C'était juste un mode de pression. Ça aussi, psychologiquement, ça fait mal. Et je dirais, en fait, ne vous laissez pas faire. C'est pas parce qu'ils ont décidé de semer la terreur qu'il faut qu'on ait peur.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'un jeune paysan de mon quartier dit souvent, c'est « la peur n'évite pas le danger ». Et en fait, c'est la réalité. Je vous dirais même qu'au niveau énergétique, la peur attire le danger. Donc, même si c'est dur, même si ça fait mal, même si on a peur que ça recommence, ben en fait, aujourd'hui, on est prêt. Il faut se dire qu'on est prêt, non seulement parce qu'on est unis, parce qu'on est tous ensemble, parce qu'on est là les uns pour les autres. Et surtout, ne restez pas dans le silence. Interdit le silence. Il faut parler encore plus fort quand quelqu'un chuchote à l'oreille. Donc je vais laisser la parole aux autres, parce que c'est intéressant aussi de les entendre. On a des témoignages très prenants, et je ferai une parenthèse en pensant au 1er février pour mes soignants, parce qu'aujourd'hui, c'est les 3 ans de notre première conférence de presse avec Michel Rivasi, que je vais remercier aussi énormément de là où on est et là où elle est, parce qu'elle y aura donné sa santé, non pas parce que il y a des bruits qui courent, mais parce qu'elle était réellement fatiguée et épuisée de lutter contre toutes ces malversations et toutes ces maltraitances contre l'être humain dans toute sa splendeur et contre le vivant tout entier. Merci Elsa. Qui prend la parole? JB. Jean-Bernard, à toi. Bonjour, donc Jean-Bernard, je suis ambulancier privé, j'ai 56 ans, je suis un ex-suspendu, donc pour certains ça va être un petit peu du chinois, mais en fait on a été 606 jours sans toucher de salaire. Alors moi j'ai eu le privilège, c'est que j'ai réussi à obtenir le RSA qui m'a réussi, enfin qui m'a aidé à tenir. Mais voilà, il y a eu à côté de ça, j'avais un prêt immobilier et donc j'ai dû vendre ma maison en août 2022 et depuis je vis en camping-car. Donc j'ai repris mon travail en juillet 2023, donc on a un décret qui nous a fait réintégrer, qui est tombé un dimanche. Fallait que les employeurs rappellent tous les suspendus le lundi, donc ça a été un casse-tête aussi pour les employeurs. Mais moi j'ai traîné un peu la savate parce que j'avais pas envie de reprendre, c'était clair. Moi pendant 2 ans on m'a ignoré, c'était pas pour reprendre mon métier, voilà, sur un simple appel téléphonique. Et donc j'ai repris en juillet 2023 et pour raison personnelle, donc j'ai quitté cette entreprise en mai de l'année dernière et j'ai retrouvé un travail en octobre de 2024. Je suis dans une petite structure familiale de transport sanitaire et là je retrouve des valeurs humaines et un employeur qui a fait aucun jugement quand il m'a vu arriver. Voilà, comme il m'a dit, tu es là pour faire un travail, peu importe tes convictions. Je lui tire mon chapeau parce que d'avoir été aussi rebelle que je l'ai été, c'était un peu... Enfin, je pense que ça devait être difficile pour quelqu'un de me reprendre. Mais bon, voilà, aujourd'hui le constat... alors beaucoup vont me dire, bah, tu vis en camping-car, tu as vendu ta maison, etc. Je m'estime que je suis quand même quelqu'un de privilégié parce que j'ai un toit, voilà. Et la chose que je n'avais pas réalisée à l'époque où j'ai acheté le camping-car, c'est la liberté. Et ça, plus personne ne va me l'enlever. On va dire que la crise sanitaire a permis déjà à réveiller le lion qui était en moi, parce que je suis quelqu'un de têtu, et quand j'ai un objectif, j'y vais jusqu'au bout. Et puis, voilà, comme je disais, la liberté, ça n'a pas de prix. On va entendre tout à l'heure Mathieu, il va parler de la santé. Bien évidemment, quand on a la santé, c'est primordial, mais la liberté, c'est énorme. Donc, dire que je suis à plaindre, je dirais non. Non, moi je m'estime très heureux. S'il faudrait refaire ce que j'ai fait, je le referais sans problème.
je réfléchirai pas 2 fois. Mais voilà, le constat que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à... Alors moi, ce qui m'énerve, hein, c'est le fameux port du masque dans les hôpitaux. Et je suis avec des collègues, c'est des moutons. Donc, porte du masque, voilà, on porte le masque. Et moi, c'est niette. J'ai des notions sanitaires, où on portait le masque dans certaines situations. Là, on dit que voilà, la grippe, machin, enfin, tout ce qu'on veut. Mais quand je vois des professionnels avec le masque sous le nez, d'autres le masque autour du coude, pardon, des médecins qui me demandent tu portes pas de masque, toi? Quand je vois le masque, il est là, il est tout chiffonné, faut qu'ils reprennent des cours de sanitaire au niveau du masque. À partir du moment où on l'a touché, peut-être certaines ne le savent pas, mais quand vous avez un masque, à partir du moment où vous l'avez touché, la règle c'est de poubelle. Donc, et puis bon, on sait tous que le masque n'a servi à rien. Donc bon, ça c'est un autre débat. Mais et donc quand je vois mes collègues, je les fais réfléchir par rapport à ce fameux port de masque. Quand je dis, mais regarde, la soignante, la masque sous le nez, machin, toc, toc, toc. Oui, mais bon, faut faire mettre de l'eau dans ton vin. Oui, j'ai dit, je mettrai de l'eau dans mon vin, je porterai le masque, mais à partir du moment où je trouverai une logique à le porter. Donc, voilà. Donc, que dire de plus? J'ai une page Facebook pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, vous pouvez aller voir JB le Rebelle. Hein, c'est un jeu de mots, le Rebelle. Donc, voilà. Il belle bien. Comment? Il belle bien. Il belle bien, oui. Mais bon, je belle pas pour faire le mouton, mais voilà, quand il y a des choses à dire, je sais les dire. En parallèle de ça, donc, forcément, j'ai poursuivi mon ancien employeur. Donc, je l'ai fait en octobre 2021. J'étais débouté, puisqu'on était passé en référé, mais à l'époque, tous les combats, c'était voué aux échecs, mais bon, on tentait. Il y a eu des résultats positifs qui sont tombés en juillet 2023, Marmande et Nancy. Et moi, ça m'a donné espoir, donc j'ai rattaqué au prud'homme. Donc on a été convoqué en juin 2024. J'ai été débouté en novembre de 2024. Et de là, j'ai été voir une autre avocate. Alors, petite histoire, c'est une ancienne juriste de syndicat qui a claqué la porte pour monter son propre cabinet. Et quand elle a vu mon dossier, elle a dit « Ah non, il y a des choses, donc on fait appel ». Alors, en tout et pour tout, je réclame les 606 jours de suspension, avec les congés payés, enfin tout ce qui va avec, et le préjudice de la vente de ma maison. Donc, j'avoisine une somme de 140 000 euros. Vous allez me dire, bah oui, 140 000 euros, c'est une belle somme, mais moi, on me donnerait 1 euro, j'aurais toujours la même niaque pour le faire. Donc, moi, mon combat, je le fais pour moi, je le fais aussi pour les soignants suspendus, qui ne peuvent plus démoralisés ou manque de moyens financiers de continuer le combat. Je me bats aussi à la mémoire de tous les soignants qui sont plus là, malheureusement, qui ont décidé de partir vers un autre monde parce qu'ils n'ont pas été soutenus. Je me bats aussi, évidemment, pour les victimes, les effets collatéraux, les familles. Et mon seul regret, ça aurait été en 2021 de ne pas avoir été assez fort pour crier n'allez pas au vaccinodrome. C'est le seul regret que j'ai et que j'aurai toute ma vie d'ailleurs. C'est pour ça que je continue ce combat, pour que ces victimes soient entendues et soient reconnues. Et j'aurais juste finir sur une chose. Il y a un journaliste un jour qui a dit sur un plateau télé que tous les vaccinés iraient les prendre par la peau des fesses pour les emmener dans les vaccinodromes. Moi, tous les journalistes, tous les médias
qui ont osé faire de la propagande d'État, j'irai les prendre par la peau du cul, et moi je les emmènerai dans un tribunal pénal civil, parce qu'ils ont fait de la propagande d'État, et c'est une complicité de crimes contre l'humanité. Voilà. Merci Jean-Bernard. Nous laissons la parole à Jean-Louis Blondeau, le fondateur du collectif Les Essentiels. Bonjour à tous. Effectivement, le collectif Les Essentiels, c'est un collectif qui s'est constitué en 2021 à la suite des annonces du 12 juillet. Un collectif de citoyens, en fait, comme vous, comme nous tous ici. Donc moi, je représente ce collectif et ce que je veux dire, c'est que par rapport aux gens qui sont ici sur ce plateau, je ne suis pas directement impacté par toutes ces mesures, puisque je ne suis ni du corps, aucunement soumis à l'obligation vaccinale. J'ai fort heureusement pas eu d'effet secondaire vu que je ne suis pas vacciné. J'ai eu la chance parmi les proches que les gens ne soient pas vaccinés non plus autour de moi. Donc j'interviens vraiment en tant que citoyen ce que j'aimerais faire comprendre ici, c'est que cette crise et ces mesures, ça a évidemment touché en premier lieu une tranche de la population qui a été les soignants et puis, bon, comme Elsa l'a rappelé, les restaurateurs et bien d'autres professions indirectement, parce que pour pouvoir travailler, il fallait être vacciné. Donc ça a touché énormément de monde. Moi, étant retraité, j'ai pu échapper à ça. Néanmoins, nous sommes tous impactés par ça. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est quels sont les impacts de cette crise. Alors les impacts au niveau des suspendus, ils sont dramatiques. Vous imaginez bien que 20 mois sans salaire, ça vous laisse exsangue. Nous avons dans notre collectif qui travaille sur l'ensemble de la France, nous sommes 150 photographes, nous avons recueilli plus de 500 témoignages, on a vu plus d'1 millier de soignants, tous n'ont pas voulu témoigner, mais enfin voilà, on a à peu près recueilli 500 témoignages de toutes les professions, évidemment des professions de la santé, mais un maçon de la PHP, un cuisinier, enfin des trucs complètement aberrants. Et ces gens-là, aujourd'hui, la suspension les a pris à un moment de leur vie, tous à un moment différent. Certains qui sont près de la retraite, parfois des femmes seules avec des enfants. Enfin, vous imaginez bien que chaque cas est un cas individuel et c'est chaque fois des conditions dramatiques. Ces gens aujourd'hui ont beaucoup de mal à se relever. Certains ont réussi heureusement à faire une reconversion et c'est heureux. Malheureusement, c'est pas la majorité. La grande majorité n'est pas retournée dans les métiers du soin. Ça a laissé aussi des séquelles psychologiques énormes. Vous imaginez bien que cette suspension, ça a été un rejet de la population. C'est un peu une mise au banc. C'est-à-dire que non seulement vous n'avez plus de salaire, vous n'avez plus d'aide, vous n'avez plus rien du tout, mais vous avez le regard de l'autre qui vous accuse. Vous qui étiez quelques mois avant, au plein cœur de la crise, à essayer d'aider les autres. Et brusquement, vous devenez le paria. C'est extrêmement douloureux à vivre et c'est des séquelles qui resteront à vie. Donc ça, ce sont les premiers effets, je dirais, en direct sur les suspendus. Mais il y a des effets que les gens ne mesurent pas, qui sont des effets pour chacun de nos citoyens. D'abord, une saignée dans le corps médical. On sait que le système de santé, il s'acharnait depuis plus de 20 ans à le détruire. La Covid, ça a été le scénario idéal, c'est-à-dire qu'on a pu se débarrasser des soignants qui, d'un point de vue comptable, étaient soi-disant superflus. Donc, il y a eu cet effet-là. Mais en dehors de ça, on avait déjà des déserts médicaux qu'on voyait grandir au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est devenu dramatique. On sait tous la difficulté qu'on a pour se soigner. Ça, c'est un des effets directs de cette crise. Il y a eu un autre effet dont on ne parle pas et qu'on a du mal à imaginer, mais c'est en fait l'accoutumance à un système de soins dégradés. On s'est habitué maintenant, avec cette crise, en fait, à une maltraitance. C'est normal aujourd'hui. Enfin, on considérait déjà un peu difficile, mais presque normal de devoir attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un médecin.
Aujourd'hui, ma foi, c'est comme ça. Voilà, c'est le résultat de la crise. Ça a été dur, et ça continue. On s'est aussi habitué à, malheureusement, le gouvernement a semé dans l'esprit des gens le fait que c'était normal d'accepter un traitement en phase expérimentale. En fait, c'est ça, moi, quand je dis moi, c'est ça qui, nous, dans notre collectif, nous a motivés et alertés le plus, et qui a mis l'alerte sur ce sujet, c'est que le vaccin, ce qu'on appelait le vaccin, cette injection, c'est un traitement expérimental. Rien que ça suffit pour qu'on le refuse. Il n'y a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin d'études, il n'y a pas besoin de rien du tout. C'est un traitement expérimental, on ne peut pas l'imposer, point final. C'est écrit dans notre texte, on nous a bassinés pendant des décennies sur le principe de précaution, on nous a inculqué ça, et brusquement, tout ça disparaît. Et aujourd'hui, c'est rentré un peu dans l'esprit des gens. Donc moi, ce qui m'alerte beaucoup, ce qui m'inquiète beaucoup dans cette crise, dans les conséquences socio-économiques, c'est que... alors socio-économique, oui, il y a aussi un autre aspect économique. Alors pour les suspendus, j'en ai parlé, mais pour nous tous, parce que tous ces milliards d'euros dépensés, qui c'est qui va payer la facture? C'est nous tous. Donc il y a aussi ça, sur le plan économique. Mais sur le plan social, surtout, ça nous a divisés. Et cette division, elle existe encore aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve qui est extrêmement douloureux et difficile et dangereux. Moi, je le vois bien aujourd'hui, quand on essaye de parler des suspendus, c'est plus un sujet, quoi. Pour les gens, c'est terminé. Hein. Tout va bien, ils sont réintégrés, il n'y a plus de sujet, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, les demandes d'aide qu'on reçoit aujourd'hui, elles sont moins nombreuses, c'est vrai, mais elles sont bien plus lourdes, bien plus douloureuses que ce qu'on recevait il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc les dégâts, ils sont là, ils sont dans notre société, et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive tous à surpasser cette division que le gouvernement a essayé de créer. Alors c'est la grande difficulté. J'avoue que je me demande, moi, au quotidien, comment continuer le combat. On continue, mais comment arriver à en parler? On le voit bien autour de nous, quand on essaie d'en parler autour des proches, c'est très, très, très difficile. Pourtant, je crois que c'est le seul moyen, parce que les médias sont toujours aux ordres des mêmes puissances économiques et des gouvernements. C'est pas eux, les grands médias, qui vont nous alerter et nous éclairer sur ce qui s'est passé. Et je crois que ça va être un travail de proche en proche. Il faut que chacun de nous, qu'on essaye de... C'est difficile, hein, j'en suis conscient, mais il faut que chacun, on essaye d'en parler autour de nous, par des petites phrases, par des allusions. À ce sujet, alors je ne veux pas faire de la publicité, mais c'est quand même un outil. Il y a des outils, et je pense qu'il y a ici un livre qui est sorti très récemment, qui à mon avis est un très bon outil de communication, parce qu'il se présente sous la forme d'une BD. 12 juillet, c'est un livre qui est vendu sur le stand du SLS, qui est un livre écrit par Creatura, une dessinatrice. Il a l'avantage, ce livre, d'aborder le sujet sur un ton humoristique et assez léger. Vous laissez ça sur une table de salon, et on a fait le test à maintes reprises, et inéluctablement, ça déclenche des discussions. Alors elles sont quelquefois douloureuses, quelquefois houleuses, mais ça permet d'aborder le sujet. Et les gens, quand ils regardent le livre, ils revoient des situations qu'ils ont vécues. Ces situations, elles sont croquées de manière humoristique, et donc ça permet de rentrer dedans. Et puis vous avez des témoignages à la suite. Donc voilà, c'est une suggestion que je propose. Il y a bien d'autres façons, mais je vous encourage tous à essayer de continuer à parler. On a un devoir de mémoire sur ce qui s'est passé, et il faut absolument qu'on continue à faire qu'on n'oublie pas, et que nos jeunes se rendent compte de ce qui s'est passé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour ce témoignage. Nous devions avoir en visioconférence Madame Annie Notelet, coprésidente de l'UPGC-S. Malheureusement, suite à un problème technique, on ne peut pas faire de visio. Donc, ce sera Elsa Rullière qui va reprendre la parole pour elle, et nous allons diffuser son PowerPoint. Oui, on a tous plusieurs étiquettes. J'en ai pas mal à mon arc. En effet, Annie n'est pas là, elle s'en excuse. En plus d'avoir plusieurs pathologies
et d'avoir subi une grosse hospitalisation, puisque faute de diagnostic bien fait en bonne et due forme, on a mis un certain temps à pouvoir l'hospitaliser et la prendre en charge, ce qui n'est pas encore fini. Voilà. Il faut savoir qu'il y a aussi cette complexité maintenant, c'est la prise en charge. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça s'est aggravé, non seulement parce qu'on manque de soignants avec les mesures qui ont été mises en place, mais aussi, soi-disant, on manque de moyens. Pour la petite parenthèse, je propose au laboratoire de nous reverser dans les hôpitaux au moins le bénéfice pour éviter de se partager les dividendes. Parlons UPGCS. Le PGCS étant l'Union de la prévention de gestion de crise sanitaire, créée à l'époque de la crise et de la problématique lévothyrox, qui s'est bien sûr mise en route et mise en charge d'accompagner les patients Covid pendant la période Covid. Donc on va parler Covid long, mais on parle de spikeopathie. Parce qu'il y a les Covid injectés et les Covid longs non vaccinés, c'est-à-dire infectieux. Et en fait, les symptômes sont les mêmes, sauf qu'on n'est pas reçu de la même façon. Et donc, tu peux tourner la page. J'adore. On improvise, hein, parce que... Et on est bon d'ailleurs, ils sont super d'ailleurs. Tu me fais signe avec ta petite main. Ouais, et je passe. Hop là. Parce que c'est pas un diaporama. Ça, c'est qu'on change de PDF. Donc effectivement, ça fait vivre le déni médical. En fait, supporter aux patients le déni médical, qui est quand même très délétère, sachant qu'un patient, il a besoin de soutien, de reconnaissance, d'écoute, je rajouterais. Qu'on s'aperçoit dans l'association et dans d'autres associations, tu pourras en parler aussi, et toutes les victimes peuvent en parler, c'est le manque d'écoute à cause du déni. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'être dans le déni que de reconnaître qu'on s'est trompé. Ça, c'est dangereux aussi. Et pour ça, il faut mettre des moyens en place. Il y a d'autres difficultés aussi, et la principale étant l'isolement. Il y en a d'autres aussi qui vont avec le fait de toujours être en train de répéter, quoi. On est toujours en train, Mathieu vous en parlera mieux, Alain aussi, mais on est toujours en train de se justifier. Je vous avoue, quelque part, je fais une parenthèse pour les soignants c'est pareil, il a fallu qu'on explique. Mais en fait, c'est pire pour les patients parce que ça fait revivre la pathologie en permanence. Il faut savoir que le Covid long est une pathologie compliquée, appelé Covid long par la CPAM pour justifier qu'ils ne savent pas diagnostiquer en fait, parce que les multipathologies sont tellement longues, les pathologies possibles sont tellement longues et ils sont tellement pas au courant parce qu'on leur a rien dit que c'est très compliqué même pour les médecins généralistes à déceler, et les spécialistes évitent de se mouiller, si je peux me permettre de le dire, ou en tout cas ils sont trop peu nombreux à se mouiller. Je vous donne un exemple d'ailleurs qui va avec ça. Je vous laisse aussi lire les diapos, je ne vais pas tout vous décrire, hein. Mais j'ai un exemple concret. On m'a appelé la semaine dernière pour me dire on m'a refusé l'allocation adulte handicapé. On a fait son dossier parce qu'on a besoin de reconnaissance, parce qu'on a besoin de moyens, parce qu'on a besoin d'être pris en compte quand on est malade, quelle que soit la maladie, mais pour les Covid longs, maladie découverte il y a peu pour la sécurité sociale et les autorités, ou en tout cas admise il y a peu de temps, c'est quand même super compliqué d'être reconnu, d'être pris en compte. Et donc cette personne m'appelle, elle me dit, je sais pas comment faire, on m'a refusé mon allocation adulte handicapé. Donc il faut savoir qu'elle peut à peine marcher, qu'il y a des jours elle est complètement épuisée, et que elle en peut plus, elle est en train de perdre la vue, elle a des multipathologies. Elle a vu je ne sais pas combien de médecins, elle a vu des ORL, elle a vu des tonnes de spécialistes, elle a aussi un syndrome de Raynaud, elle a une liste de pathologies hallucinante. L'allocation adulte handicapé lui a été refusée parce qu'elle n'est, à leur sens, handicapée et malade qu'à 79%, et pour l'avoir, c'est 80%. Si ça, c'est pas du foutage de gueule et du harcèlement administratif, je ne sais pas comment le qualifier. Et c'est immonde, en fait. Parce que le pire,
c'est qu'on a osé lui donner la carte de stationnement et la carte prioritaire, alors qu'elle n'a même plus la possibilité, tellement elle est épuisée et multipathologie, elle n'a même plus la possibilité d'aller faire ses courses seule. Si ça, c'est pas de la maltraitance institutionnelle et administrative, je ne sais pas comment on peut le qualifier. C'est immonde. J'en ai une autre, on lui a répondu « Mais madame, vous avez encore vos 2 bras, vous pouvez aller travailler ». Donc voilà, le manque de visibilité, le manque de prise en compte. Et derrière les frais, mais ça coûte un bras. Et quand on n'a pas l'affection longue durée, quand on n'a pas la reconnaissance invalidité, quand on n'a pas la H, allocation adulte handicapé, mais c'est des choses pour lesquelles on cotise tous les mois, tous. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas d'ailleurs, l'État nous le récupère quelque part. On a des droits. On a des droits. On a de la chance, on a des associations qui aident à les faire valoir, mais c'est d'un compliqué. Et par contre, il ne faut pas rester isolé. Il faut continuer, il faut en parler, il faut demander de l'aide, il faut le signaler, il faut raconter son histoire à Victime, aux autres associations, à UPGCS, vous aider à vous faire prendre en charge dans l'administratif. Il ne faut surtout pas rester tout seul, parce que plus on est nombreux à leur mettre la pression, plus vite on va les mettre au tapis. Et puis, je vais passer juste... Tu peux continuer à passer les diapos, parce que Mathieu a plein de choses à dire aussi, et c'est intéressant. On vous passe un peu les diapos, vous regardez, et vous verrez, j'ai envie qu'on s'arrête sur la petite diapo de... Alors moi, j'ai découvert le PDF juste avant de commencer. Et il faut savoir que... Eh ben, c'est pas normal. Il faut aller porter plainte pour maltraitance. Il faut aller porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Il faut aller porter plainte pour non-assistance à personne en détresse. Il faut aller porter plainte pour homicide involontaire par négligence et imprudence, mais en fait, on ne peut pas laisser faire ça. Il y a une diapo qui parle d'un enfant qui demande presque à être euthanasié tellement il souffrait, il n'est pas pris en charge. On a des enfants qui ont été placés parce que, en fait, les parents n'ont pas les moyens de s'en occuper. Donc, du coup, on les place. On les place où? Dans des institutions où on va en faire quoi, en fait? Les gens, ils ne sont même pas formés pour s'en occuper. On peut pas. C'est de la maltraitance institutionnelle. C'est très, très, très dangereux. Et au-delà du fait de toucher nos enfants, nos familles, heureusement qu'il y a les aidants, mais même pour les aidants, c'est pas facile. Et ça, Alain, il en parlera mieux que moi. Mais c'est... Et même pour nous, associations, j'avoue que moi, quand on m'appelle et qu'on me parle d'injustice, c'est ce qui m'a fait bondir en 2021. Mais quand on m'appelle et que je vois que les gens qui y sont allés de leur propre gré, pour la plupart parce qu'ils ont cru au mensonge, comme dit JB, c'est son regret de ne pas avoir pu, mais on ne pouvait rien faire. En face, c'était juste pas normal qu'on puisse nous mentir, en fait, ou qu'on puisse nous raconter n'importe quoi. Donc on ne veut pas en vouloir non plus. Et ils payent de lourdes conséquences pour ça. Et voilà. Donc, ne restez pas seuls. Je pourrais m'énerver tout le temps contre eux, tellement ils ont fait des choses injustes. Ne vous laissez pas faire. On est tous là, on est réunis, unis. Le clivage, on l'envoie bouler. On n'en a rien à cirer du clivage. Et surtout, vous ne restez pas isolés, restez pas seuls. Il faut que tout le monde le dise. Et une dernière phrase, après je me tais, mais gardez-la bien en tête, même si certains, ça pourrait les choquer, je m'en fiche. Mais rappelez-vous que c'est la minorité qui fera tomber les initiés et que la minorité, elle est toujours beaucoup plus nombreuse. Parce que nous, on vient d'en bas, et en bas, on sait ce qui se passe. Et si là où ils en ont rien à foutre, eh bien, c'est pas grave, ils s'en prendront plein les oreilles à un moment donné. Je laisse la parole à Mathieu. Merci beaucoup. Alors moi, je suis Mathieu Dubois, le président de l'association La Victime, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai 40 ans depuis hier. Donc voilà, merci beaucoup.
Voilà, donc en fait, ma vie, moi, a basculé le 10 septembre 2021, quand je me suis fait injecter par Moderna une dose. Dès le lendemain matin, j'avais des douleurs dans les jambes, et une semaine après, je marchais quasiment plus. Donc, grâce à ma volonté, et la volonté de certains médecins et kinés, bon, aujourd'hui, je suis là, avec une béquille, mais je suis bien là. Voilà, aujourd'hui, je souffre d'une encéphalomyélite myalgique et d'une neuropathie des petites fibres. Je suis handicapé en catégorie 2 et on m'a licencié pour inaptitude. J'aimais mon boulot. J'étais comme taxi pour la ville de Moulins et voilà, j'aimais vraiment mon travail et à cause de tout ça, j'ai tout perdu. Vraiment, tout. Heureusement, je suis bien encadré. J'ai une famille magnifique, des amis magnifiques et puis une famille de cœur que j'ai rencontrée dernièrement où on rencontre vraiment des gens merveilleux dans tout ce malheur. Je dis toujours, et on le voit encore aujourd'hui, et je remercie chacun et chacune d'être présente et présent parce que on dit toujours qu'il y a les associations et tous les collectifs, et je dis vraiment bravo à chacun et chacune, mais il y a tous les soutiens derrière, et Dieu sait que c'est important, parce que, comme on le dit tous ensemble, on y arrivera, et j'en suis sûr aujourd'hui. Alors moi, j'ai eu plus de 600 victimes au téléphone, parce que je m'occupe du téléphone de l'association, avec des drames humains, même moi je ne pensais pas que ça pouvait exister. Alors je ne vais pas tout vous énumérer évidemment parce que je ne suis pas là pour non plus vous faire pleurer toute l'après-midi, mais il y a des choses horribles. Bon, déjà notre très chère Mélanie, notre vice-présidente en Rayon de Soleil. Alors je dis très ému parce que Mélanie c'est quelqu'un qui souffre tous les jours et qui a la maladie de Charcot, et elle garde le sourire quoi qu'il arrive. Et je peux vous dire que ça vous fait grandir dans votre tête et dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut se passer, ben voilà, tant qu'on peut profiter, profitons. Et j'ai son papa Alain qui est avec moi, qui est quelqu'un que j'aime énormément, et comme nous toutes et tous. Voilà, l'association aujourd'hui, on est plus de 700 adhérents de toute la France et les dom-tom. La plus jeune a 2 ans, oui, je dis bien 2 ans, donc c'est Serena qui a développé une tumeur aux ovaires à 6 mois. Donc la maman a été injectée 2 fois. Voilà, vacciner les mamans, bien sûr, hein, c'est ce qu'il disait, c'est formidable. Et la plus âgée a 94 ans, et cancer des ovaires aussi, où les médecins ne comprennent pas non plus qu'à cet âge-là, ça puisse arriver. Bon, 4 doses. Bon, voilà, le lien, enfin, j'ai eu sa fille qui était vétérinaire, elle est persuadée de tout ça. J'ai quelques exemples à vous donner. J'ai une jeune femme de 45 ans, je ne donnerai pas son prénom, qui m'appelle l'autre jour et qui me dit « Mathieu, voilà, je t'appelle parce que j'ai vu l'association. » Et c'est quelqu'un qui élève 2 enfants, donc des jumeaux, qui ont 4 ans. Suite à la vaccination, elle a développé la maladie de Charcot. Et au téléphone, elle me dit « Mathieu, j'ai vu mon frère et on a déjà fait les papiers pour qu'il adopte mes enfants quand je vais partir. » Je peux vous dire une chose, c'est que je pleure très souvent. Et il faut pleurer. Et en fait, la colère qu'on a en nous, on l'a transformée en ce combat, en cette association qui, je sais que tous ensemble, on y arrivera, c'est certain, j'en suis persuadé, parce que, comme on le dit tous très bien, voilà, la minorité qui est là, ben, on est 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 100 000, et demain on sera 1 million, et je le sais, j'en suis sûr. On a pu aller à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, on a été reçus grâce voilà, Virginie Joron pour le Parlement européen et Yannick Monet pour l'Assemblée nationale. Alors eux, il y a encore des gens qui écoutent dans l'hémicycle, hein. Alors c'est pas tous malheureusement, très loin, mais aujourd'hui clairement on a demandé qu'un texte de loi soit voté pour encadrer tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il faut le dire, il y a les Covid longs aussi post-virales, infectieux, et voilà on en parlait et Annie, Dieu sait qu'elle le sait. Et nous, on les a mis ensemble. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de symptômes similaires. C'est des asthénies, donc des grosses fatigues, des troubles neurologiques, des troubles respiratoires, des douleurs musculaires, articulaires. Ça, c'est dans l'association. Moi, je tiens un tableau avec beaucoup de numéros de lot. Déjà, il y a beaucoup de numéros de lot qui ressortent. Donc, ça, c'est pour nous et nos avocats. Et on essaye de faire... C'est pour ça que c'est très important de garder vos numéros de lot et les dates. Même si vous n'avez pas de symptômes aujourd'hui, gardez-les. Vraiment. Ne jetez pas les papiers. Parce qu'on ne sait jamais. Alors je souhaite évidemment à personne de vivre ce qu'on peut vivre, mais personne n'est à l'abri. Alain l'a très bien dit l'autre jour. Et encore une fois, et puis bien sûr, déclarez vos effets indésirables. Faites-le, il y a Solidéclat qui le fait super bien.
mais allez-y, n'hésitez pas une seconde. Même si c'est 3 ans après, c'est pas grave. Moi, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, Mathieu, ah mais ça fait loin, mais c'est pas grave. Même si c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans après, c'est pas grave. Il faut le faire. Plus ça remontera, plus on aura de chances d'être écouté. J'ai eu une directrice de la pharmacovigilance de Clermont-Ferrand qui me dit, Mathieu, je vais vous faire une confidence. Elle me dit, oui, on ne va pas nier que depuis que les vaccins sont sortis, les cas ont multiplié par 5. On est débordé. Ils ont 6 à 8 mois de traitement dans des endroits. Donc c'est pas anodin. La MDPH, pareil, on parle des longueurs administratives. Comme je dis, il y a les triples peines pour les victimes. Il y a la physique, le moral, le financier, même 4. Et il y a aussi tout ce qui est procédure. Là aussi, on a demandé aux députés que tout soit simplifié derrière. Il est temps, encore une fois, que 5 ans et 4 ans après, les choses soient prises en compte. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'en 2025, on nous fait des beaux discours à la télé, à dire qu'on oublie l'humain comme ceci, à laisser souffrir des enfants, des adultes jeunes et des personnes âgées. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui. J'ai beau chercher, alors si, moi je le comprends, on sait pourquoi aujourd'hui, parce qu'on est gouverné par des gens qui pensent qu'au pouvoir et à l'argent, et Dieu sait que malheureusement, ça pourrit ce monde, mais c'est pour ça que nous, à Cas Victime, et toutes les autres associations, et toutes les personnes qui sont présentes ici, on va remettre l'humain à sa place. Et tous ensemble, quoi qu'il arrive. C'est ça le plus important. Merci. Merci Mathieu. Nous passons la parole à Alain Maupas, d'A Victime. Donc voilà, j'ai déjà parlé un peu ce matin, mais je vais dire des choses que je n'ai pas trop dit. Donc voilà, je suis le papa de Mélanie, qui a contracté la maladie de Charcot suite à la 2e injection Pfizer. Donc aujourd'hui, donc là, il y a 1 an, elle a pu venir, mais cette année, donc son état s'est gravement compliqué. Donc elle passe 98% de son temps couchée parce qu'elle ne peut plus bouger. Comme j'ai dit ce matin, elle est redevenue notre bébé. Elle est comme si elle avait 6 mois, quoi. Bon. Donc vous pouvez voir un bébé de 6 mois, ben là c'est pareil, mais mis à part qu'elle a toujours son cerveau. Et Dieu sait qu'elle a un cerveau, la pauvre. C'est terrible pour elle parce que de vivre ça, c'est très, très compliqué. Sachant que c'était une jeune fille qui était sportive, qui n'avait jamais aucun souci de santé. Elle a hérité des gènes de mon défunt, mon papa. Moi, j'ai jamais connu mon papa malade, avoir une grippe, une angine, un rhume. Elle non plus, moi non plus. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une angine, une grippe, un rhume. Et elle était pareille. Donc, elle n'était jamais malade. Donc, elle a contracté cette saloperie de maladie suite à cette injection. Donc elle avait un métier et en plus elle était dans le temps elle était gendarme. Bon, elle avait quitté la gendarmerie parce que ça lui plaisait pas bien vu les conditions de travail, mais elle était toujours réserviste. Donc elle a cumulé son travail de réserviste avec son travail de responsable d'un crématorium. Donc les deux avec obligation vaccinale, donc c'est pour ça qu'elle y a été. Et donc à savoir qu'heureusement qu'à côté de ça, on aime notre famille. Mélanie, c'est un rayon de soleil, comme disait Mathieu. Elle se plaint jamais et tout. Donc depuis juillet dernier, elle est venue habiter chez nous, parce qu'elle ne peut plus rester toute seule, bien sûr. Quand on redevient un bébé, donc automatiquement on est obligé de s'en occuper. Et donc, quelque part, heureusement qu'avec ma femme, on avait un emploi on touchait un petit peu d'argent, donc on avait mis de l'argent de côté parce qu'on est jeunes retraités. Quelque part, on va dire qu'on a de la chance, parce qu'on est retraités tous les deux avec ma femme et qu'on peut s'en occuper, du coup. Parce qu'autrement, elle aurait fini dans un hôpital, parce que, voilà, elle ne peut plus subvenir à elle-même. Et donc, nos économies, donc on les a passées pour modifier toute la maison, parce que la maison n'était pas prévue pour avoir une personne handicapée. Donc tout ça avec comme aide à rien. Donc on a passé nos économies. Donc comme je dis aussi, Mélanie c'est notre voyage. Bon, pour elle c'est son dernier voyage à court terme, parce qu'on peut compter que sa vie est de quelques mois encore. Et donc on a passé nos économies pour modifier tout ça, de façon à pouvoir l'accompagner pour sa fin de vie, que ça soit correct, qu'elle puisse profiter de tout ce qu'elle aime, enfin ce qu'elle peut encore manger, parce que maintenant ça devient très compliqué, elle peine à manger, elle peine malheureusement à parler.
son lien était encore son téléphone, parce qu'elle pouvait communiquer ses messages en verbal, et puis ça traduisait, elle pouvait y envoyer, mais maintenant son téléphone commence à plus la comprendre. Donc on va voir pour trouver d'autres solutions, parce qu'il existe, la technologie existe sous d'autres moyens pour qu'elle puisse communiquer un petit peu, parce que là, franchement, elle est en train de lâcher le morceau, comme je dis, parce que voilà, elle a fait son protocole de fin de vie. Elle commence à perdre pied, hein, parce que voilà, hein, le moral n'y est pas, parce que, disons, tous les 10-12 jours, son état se dégrade, donc ça va très très vite. Donc pour son entourage, pour nous, c'est très dur, hein, parce qu'on la voit dépérir, on l'accompagne vers la mort, hein, voilà, c'est tout. Hein, c'est très compliqué moralement, ma femme, c'est très très dur aussi. Donc je ne sais pas l'après, comment ça va se passer. Je ne sais pas comment je vais réagir, parce que là, je suis très très calme, j'en veux à personne pour l'instant. Mais je ne sais pas, parce que un papa en colère, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais ça peut faire des grandes choses des fois. Peut-être qu'on peut regretter, mais il y a certaines personnes, comme je dis, j'ai une liste noire dans ma tête, dont le fameux médecin qui l'a traité de complotiste satanique, quand on avait été l'hématologue, quand Mélanie lui a simplement dit ça vient de l'injection, et là il l'a insulté, quoi. Voilà, donc on est reparti tout de suite. J'étais calme, mais je le reverrai, ce monsieur, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, donc c'est comment le destin d'une injection peut mettre en péril une famille, parce qu'il faut voir les dégâts à côté, ce qui peut se passer. Donc ça nous prive d'avoir des petits-enfants, d'avoir voilà, une vie normale, comme je dis entre guillemets, qu'on peut avoir en tant que grand papy ou mamie. Et puis voilà, donc pour l'instant, j'en veux à personne. Moi, j'aimerais que ça avance, j'aimerais que les parlementaires qui sont de notre côté fassent accélérer les choses, parce que moi, j'aimerais qu'il y ait une reconnaissance quelque part. Malgré que, Mélanie, on a eu une petite reconnaissance il n'y a pas longtemps, un retour de la pharmacovigilance comme quoi il mettait l'imputabilité retenue que ça venait de l'injection. Donc ça lui a mis un petit rayon de soleil qui est passé à travers des nuages noirs au niveau de Mélanie. Pendant 3 jours, elle revivait, mais bon, la maladie reprend vite le dessus. Et donc on a eu ce petit rayon de soleil, donc on va en profiter avec notre avocat, là. Donc normalement la semaine prochaine, on devrait faire le dossier pour le dépôt de plainte, parce que là on va y aller. Parce que l'avocat est venu à la maison, moi, je le connais très bien, c'est un ami, j'étais voisin avec ses parents. Et donc quand il a vu l'état de Mélanie, comment qu'elle s'était dégradée en peu de temps, donc il a dit allez, faut qu'on y aille. Il faut y aller, parce que au moins si des fois il y avait des humains au niveau des procureurs et des juges pour valider, comme je dis, moi, nous on veut même pas d'argent. On veut simplement une reconnaissance. Et que ces gens qui ont dit d'aller courir, allez-y, vous faire injecter ce produit, vous risquez rien, au contraire, vous allez protéger les gens. Et bien que ces 2-3 personnes qui parlaient à la télévision, ou nos chers ministres, ben je voudrais les voir en face de moi pour qu'ils payent quand même. Parce qu'ils ont gâché des vies, parce qu'il y a Mélanie, mais au niveau de l'association, on arrive à la 30aine de maladies de Charcot, et tous dans le même cas que Mélanie, tout de suite après les injections. Soit la 2e, soit la 3e, voire la 4e. J'en ai eu un au téléphone il n'y a pas longtemps. Et la semaine prochaine, je vais contacter une maman, que son fils, pareil, il paraît que c'est dans sa tête aussi. Donc c'est ça. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a d'autres cas qui ressortent, et c'est pas fini malheureusement, et c'est triste. Parce que cette maladie est vraiment cruelle. Il y a un petit espoir qui nous vient bientôt de Lille. Il y a un traitement qui... Alors c'est pour ça, moi, quand je les appelle, quand je reprends contact avec eux, je leur donne un espoir, une lueur, une étoile. Il y a un protocole qui est en cours, là. Là, ils viennent de le faire l'essai sur des humains. Et donc là, c'est un espoir, c'est une lumière. Peut-être, ils parlent de guérison de la maladie de Charcot et de la sclérose en plaques. Donc voilà, donc il y a quand même un espoir dans cette misère. Et donc je vous souhaite à tous quand même, profitez de vos amis, de vos proches, et prenez soin de vous surtout. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain.
I think the first thing we all have to do is recognize that this exists, to show solidarity and support to people who are suffering with post-COVID conditions. These are the many thousands who are experiencing post-COVID conditions should have access to follow-up care. Covid long, la maladie est mal diagnostiquée et mal reconnue. Il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui souffrent aujourd'hui d'un Covid long. Kalen, une jeune fille comme les autres, après avoir contracté le Covid, commence à développer des super-pouvoirs extraordinaires. Grâce à ses pouvoirs, elle se... Non, 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 c'est pas une fiction, c'est la vraie vie de ma fille, là. Quand Kalen a eu le Covid fin 2021, ses symptômes ne sont jamais partis. Forte douleur abdominale, fatigue intense, troubles cardio, brouillard cérébral, perte de la marche et une succession de syndromes. Au début, on a fait plusieurs hôpitaux pédiatriques. Chaque fois, les médecins ne croyaient pas ma fille, même quand le diagnostic a été posé à 1000 km de chez nous. Face au déni médical du Covid long pédiatrique, Kalen a développé son premier super pouvoir, une super résilience. Sans traitement ni solution pour soulager ses symptômes, le second super pouvoir de Kalen émergea, une super résistance à la douleur. Elle s'est adaptée à sa nouvelle vie, continue sa scolarité à domicile, va chez la kiné pour une rééducation douce. C'est sa super détermination. Quand Kalen porte le masque, ce n'est pas pour cacher son identité, mais pour se protéger d'une réinfection au Covid qui serait sévère pour elle. Parfois, les MPE durent des jours, des semaines, c'est très dur. Mais comme tous les super-héros qui se prennent un coup, Kalen relève la tête, ce qui démontre son super pouvoir le plus important, un super courage. On est allé plusieurs fois dans des hôpitaux et à chaque fois, ils disaient que c'était juste pour avoir de l'attention. On a compris qu'ils ne me croyaient pas. Pour l'instant, on souffre et j'ai envie de me faire entendre. Les enfants Covid long ne devraient pas avoir à développer des super pouvoirs, mais bénéficier d'une prise en charge, de soins, de traitements. Car Kalen n'est pas la seule. Merci à vous d'avoir été présents pour ces interventions tout au long de la journée. Donc l'association Chair à tout cœur, les collectifs Info Vie Libre 18, Info Libre 18, Info Vie 18, Solaris 18, ainsi que l'association du Loiret Aventurine, vous remercie d'avoir été présents. À vous maintenant de diffuser l'information et de faire qu'en sorte que toutes ces victimes qui souffrent actuellement soient un jour reconnues, y compris les suspendus qui ont subi une maltraitance institutionnelle. Merci à vous, j'espère que vous avez passé d'agréables rencontres.